Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis beaucoup de ces retrouvailles autour de Pascal Laborderie. Je vous précise ou je vous rappelle qu'il est maître de conférences habilité à diriger des recherches en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et qu'il a consacré une thèse au sujet suivant, le film Parabole dans les offices du cinéma éducateur en France dans l'entre-deux-guerres. Et ce titre, cette notion de film Parabole, je crois, nous introduit très directement dans le sujet, puisque je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'une parabole, c'est un court récit allégorique sous lequel se cache, est supposé se cacher un enseignement moral ou religieux. Euh, et donc, Pascal Laborderie était, dès ses travaux de recherche doctorale, euh, quelqu'un qui se plaçait aux confins de la cinéphilie et de l'éducation populaire dans sa dimension morale et civique. Donc c'est tout un parcours en fait d'enseignants-chercheurs qui l'amène aujourd'hui devant nous. Et pour nous, c'est un détour peut-être, mais c'est un détour pour moi, très à propos dans les circonstances où nous sommes, où non seulement il nous faut faire flèche de tout bois pour reconquérir un terrain qui a été occupé plus efficacement par d'autres qui ont une idée de la laïcité qui n'est pas la nôtre, et qui ont aussi une idée de la culture qui n'est pas la nôtre, il faut bien le dire. Donc, ce détour est en fait un moyen pacifique, mais une arme intellectuelle, morale, à un moment aussi où, même dans nos rangs, on s'interroge sur l'intérêt, sur la pertinence de lier ensemble la cause de la laïcité et la cause de la diversité culturelle et des droits culturels. Eh bien, moi, vous le savez, je suis très partisan de ce lien, je le crois nécessaire et fécond, et donc nous ne sommes pas là dans une sorte d'entre-soi un peu laïciste, nous sommes dans une ouverture au rapport entre la culture et la laïcité, et tout particulièrement entre le cinéma et la laïcité. Donc je remercie beaucoup Charles Comte d'avoir proposé ce sujet et Pascal Laborderie d'avoir accepté notre invitation, et je m'empresse de leur laisser la parole. Alors, peut-être un petit mot pour présenter Pascal, qui est un homme modeste, mais qui pourra éventuellement modifier ou préciser si je fais une erreur. Pascal Laborderie est donc maître de conférence habilité à diriger des recherches en sciences de l'information et de la communication. Tu as mentionné sa thèse, Jean-François. Je signale deux ouvrages qu'il a entièrement écrits sur l'éducation populaire, laïcité et cinéma, une médiation culturelle en mouvement, qui est paru aux éditions L'Harmattan l'année dernière, en 2021. Le cinéma éducateur laïque, qui était paru en 2015. Comment une vidéo. Et surtout, je signale et je brandis en même temps, je ne sais pas si vous allez me voir, si j'apparais, puisque Serge Fabresson occupe toute la place, mais je brandis quand même l'ouvrage de Pascal Laborderie, celui qu'il a coordonné sur la Ligue de l'enseignement et le cinéma, une histoire de l'éducation à l'image qui court de 1945 à 1989. C'est un ouvrage que bien sûr il nous faut absolument avoir lu. C'est sans doute déjà fait pour la plupart d'entre nous. Et sans plus de discussion. Il faut préciser que cet ouvrage est lié à un colloque qui a eu lieu le 13 novembre, le jour de l'attentat contre le Stade de France et le Bataclan. Nous en avons gardé un souvenir assez aigu, effectivement, puisque on a été informé d'ailleurs pour la plupart d'entre nous que le soir même que l'attentat avait, le soir du 13, que l'attentat avait eu lieu, et il a fini dans d'autres locaux, je crois, mais Pascal pourra nous donner quelques précisions. Mon cher ami, tu as la parole. Merci Charles, merci vraiment beaucoup. Effectivement, c'est loin d'être une anecdote. Ce 13 novembre 2015
et dans notre histoire et dans notre histoire personnelle, parce que à l'issue de ce travail d'ouvrage collectif, l'ouvrage a été dédié aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Et puis ça me permet aussi de remercier les personnes ici présentes, Charles et Pierre, qui ont su tenir bon, à savoir que le 13, on était dans les fastes de l'Institut national d'histoire de l'art. On fêtait, on avait mis les petits plats dans les grands, les 150 ans de la Ligue de l'enseignement, cette belle vieille dame. Et le soir même, on s'est retrouvés sans locaux. Et à 2 heures du matin, j'ai eu les coups de fil de Pierrot, de Charles, qui m'ont dit « on tient colloque ». Et on a tenu le lendemain, dans une petite salle de petit déjeuner, bien gentiment. Il y avait quelqu'un ici présent qui était à l'arrière pour bien couvrir la salle. Et puis, on a fini notre colloque, si bien que j'ai compris que de toute façon, quand il s'agit de tenir bon, eh bien, on pouvait compter sur vous, Charles et Pierre. Donc, ceci étant dit, je me permets aussi de remercier Jean-François Chanet de m'avoir invité, qui ne se doute pas qu'il a été inspirant dans mes recherches, enfin si peut-être, parce que s'il m'a lu, il a vu que je le citais, à savoir qu'effectivement, ce rapport entre l'universalisme et la diversité, c'est sans doute Jean-François Chanet qui le premier m'a éclairé sur un contresens qu'on faisait souvent à propos de la Troisième République, en pensant qu'elle était jacobine, qu'elle endoctrinait au forceps, qui d'ailleurs est une vision anti-républicaine, qui est beaucoup, je dirais, développée du côté de Lourdes. Et en revanche, cette idée que les instituteurs de la laïque, de manière bienveillante, ne brimaient pas les enfants qui parlaient un peu, à l'époque on disait le patois, et accompagnaient gentiment, j'aime bien cet adverbe, vers les valeurs républicaines, ça m'a profondément marqué et je crois que j'ai fait mon petit Jean-François Chanet dans le cadre de la manière dont j'aborde justement le cinéma. Ça n'était qu'une continuation. Donc Jean-François, excusez-moi, j'espère que vous n'allez pas en prendre ombrage si je fais votre éloge, mais c'est vous qui avez ouvert la voie. Moi, je n'ai fait que essayer de confirmer un peu ce que vous disiez dans votre bel ouvrage sur les petites patries. D'ailleurs, avec un titre qui est en plus magnifique. Donc, merci beaucoup. Merci pour cela. Alors, c'est certes une conférence qui se fait avec des personnes qui toutes connaissent la laïcité, mais comme tout le monde ici connaît la laïcité, vous savez très bien que c'est une notion à propos de laquelle nous sommes tous d'accord, et c'est bien pour ça qu'on va s'engueuler. À savoir que elle fédère certes toutes les nuances de la gauche, du centre-gauche, de la droite républicaine, mais à partir du moment où on essaye de la définir, c'est là où les problèmes arrivent. Et donc, c'est ce que je vais faire, je vais m'y risquer, simplement parce que dans le cadre d'une conférence, et puis qu'il faut quand même donner des limites. Hein. Alors, laïcité et cinéma, cinéma et laïcité. J'avais un professeur qui m'expliquait que cinéma et médecine, c'était quand on représentait des médecins dans les films. Et que médecine et cinéma, c'est quand les médecins utilisaient les films pour leur travail. Alors, par analogie, cinéma et laïcité, ça serait la manière dont les films représentent la laïcité. Et laïcité et cinéma, ce serait la manière dont on peut penser le cinéma au prisme de la laïcité. Donc effectivement, tout à l'heure, belle introduction de Jean-François Chanet, j'espère que je ne vais pas ajouter de la confusion à la confusion et faire cette délimitation. Alors, à la fin de cette intervention, il y aura 3 parties. Une première partie qui va évoquer l'histoire du cinéma éducateur laïque, montrer qu'il y a quand même un ancrage historique à ce dont on parle. Dans une seconde partie, je vais faire une étude de cas
plaira beaucoup à Jean-François Chanet, puisque c'est celui du Festival du film arabe de Famet qui, de mon point de vue, respecte bien les critères qui ont été évoqués, ou en tout cas les objectifs ou les lignes qui ont été évoqués par Jean-François. Du coup, vous l'aurez compris, je vais faire un grand saut dans l'histoire parce que je vais faire une ellipse par rapport au cinéma des clubs, tout simplement parce que le cinéma des clubs, c'est en soi 3 heures de conférence, mais je donnerai quelques éléments. Et puis, à la fin, troisième partie que j'ai intitulée récréative de manière un peu idiote parce que tout simplement, je vais montrer des extraits de films. Mais en revanche, d'un point de vue intellectuel, elle est aussi très enrichissante parce qu'on a des images qui peuvent aussi susciter les discussions. Mais dans un premier temps, à titre d'introduction sur laïcité et cinéma, je dois vous dire que le cinéma a pu être pensé dans différents champs disciplinaires. D'abord, d'un point de vue anthropologique. Si on parle du religieux, le cinéma, c'est un dispositif technique, mais aussi qui crée des signes et des symboles qui entretiennent des relations avec le sacré. Et ça, Edgar Morin l'a déjà montré dans un magnifique ouvrage en 1956. Le cinéma aussi, d'un point de vue religieux, est considéré comme un art susceptible d'exprimer une conception métaphysique. Alors, dans certaines religions, bien entendu. Ou de représenter des éléments sacrés d'une religion. On a, à la même époque, au milieu des années 50, chez Henri Hagel, par exemple, plusieurs ouvrages qui sont édités aux éditions du Cerf, qui s'intitulent « Le cinéma et le sacré ». Bien. Alors, la laïcité n'étant pas fondamentalement anti-religieuse, il ne m'appartient pas aujourd'hui de critiquer, au sens vulgaire du terme, les films qui témoignent d'un sentiment religieux. En revanche, dans la perspective d'une histoire culturelle du social, je précise parce qu'histoire culturelle, ça ne veut rien dire. Histoire culturelle de quoi? Je ne suis pas dans l'histoire culturelle du cinéma, moi. Je suis dans l'histoire culturelle du social au moyen du cinéma. Voyez-vous? Alors, dans ce cas, il s'agit d'analyser la relation du cinéma en tant que fait culturel, parce qu'on dit le cinéma, mais en fait, il n'existe pas sinon dans la société, donc c'est un fait culturel. Qu'est-ce qu'on appelle le cinéma? Bien. Avec la notion de laïcité. Hein. Donc, dans ces dimensions multiples et variées. Dans sa dimension philosophique, c'est-à-dire l'émancipation des êtres humains, dans sa dimension juridico-politique, l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de conviction, mais aussi l'indépendance de la chose publique par rapport aux églises, et enfin, toujours d'un point de vue juridique, la défense des libertés fondamentales, notamment de conscience et d'expression. Vous avez vu que c'est de manière de plus en plus lointaine, dans le sens où il y a toujours un problème quand on parle de cinéma et laïcité, c'est qu'on confond cinéma et laïcité, cinéma et liberté d'expression, même s'il y a bien parfois un rapport entre les deux, puisque si on a des groupes de pression qui empêchent un cinéma de s'exprimer, alors il y a bien, et que l'État adoube ce processus, il y a bien un problème de laïcité. Bien. Mais enfin, et cela parlera encore à Jean-François, dans sa dimension sociopolitique, dans le sens où la laïcité n'est pas que philosophique ou juridico-politique, ou juridique, mais aussi sociale. Là, je pense aux idées et pratiques des mouvements sociaux qui se réclament de la laïcité, au premier rang desquels, je vous demande pardon, toute organisation profite aux organisateurs, disait Lénine, la Ligue de l'enseignement, qui se réclament de la laïcité, ainsi que celle des organisations qui en attaquent le principe. Parce que, bien sûr,
si on est sur un mouvement social et que j'ai entendu parler de propagande, toute propagande a aussi une contre-propagande. Donc, on peut s'intéresser aussi aux organisations qui attaquent le principe de laïcité. Bien. Alors, j'approfondis, si vous voulez bien, la définition de la laïcité. Umberto Eco dit dans un roman, il faut former son lecteur pendant 25 pages et après, une fois qu'il a passé les premières 25 pages, on est tranquille. Bon, alors là, je suis désolé, boum, définition de la laïcité, c'est parti. La laïcité trouvant des expressions fort diverses et changeantes en fonction des territoires et des époques. Ce n'est pas Jean Bobéro qui me contredira, mais Pénaruis sûrement. Il semble utile d'en donner une définition plus détaillée. Alors, d'un point de vue philosophique, elle entend soustraire les personnes à l'emprise des directions de conscience fondées sur les religions et, par extension, à toute forme de dogmatisme ou de sectarisme, par exemple le consumérisme, afin de favoriser leur autonomie, notamment de pensée, selon un modèle doctrinal construit par les Lumières. Là, on peut se référer bien sûr à ce texte très couramment, très connu, même dans le secondaire, d'Emmanuel Kant, qui date de 1784, hein, Osée. Donc, sous l'angle juridique, serait laïque une société ayant pour principe l'égalité de ses membres devant la loi, quelle que soit leur religion, leurs convictions, ainsi que l'indépendance de l'administration et du service public dans divers champs d'activité. Alors, l'éducation, bien sûr, la santé, mais on l'oublie souvent, et je crois que c'est une des fondements du raisonnement de la philosophie laïque, la science, indépendance de la science par rapport aux églises, très important. Et puis enfin, c'est peut-être l'art ne sert à rien, et c'est peut-être pour ça que c'est essentiel, l'indépendance de l'art par rapport aux influences des organisations religieuses. Par rapport à leur prosélytisme, par rapport au communautarisme de ces organisations. Dans une perspective sociale, politique, culturelle, la laïcité apparaît en France, cocorico, dans la seconde moitié du XIXe siècle et devient, au début de la Troisième République, une revendication des mouvements républicains de centre-gauche, les modérés, et de la gauche, les républicains radicaux, et ce qu'à l'époque on pouvait considérer en sciences politiques comme les extrêmes gauches révolutionnaires, à savoir les socialistes, les communistes et les anarchistes. Dans un contexte où l'Église catholique affiche ostensiblement son soutien à la droite conservatrice, voire même à l'extrême droite anti-républicaine. Vous voyez bien que là, on est jeté dans le monde, comme dirait Arendt, dans le sens où la laïcité a toujours un ici et un maintenant. Et bien sûr que dans ce cadre-là, d'un point de vue social et politique, on peut concilier, je pense, Bobéro et Pénaruis, dans le sens où Bobéro est un sociologue et que Pénaruis est un philosophe, et que donc, si on regarde la laïcité sous des angles différents, il faut réussir à les croiser, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, je vous passe l'histoire de la séparation du Parti socialiste unifié SFIO et au fait que dans l'entre-deux-guerres, la laïcité devient le ciment idéologique des gauches qui se sont éclatées. Il n'y a pas de cartel des gauches ni de front populaire sans laïcité, hein, pour en arriver très rapidement à des questions d'aujourd'hui. Dans l'histoire, enfin, dans cette histoire que j'ai essayé je vous reparlerai tout à l'heure des révolutions de la Commune, il faut citer, bien sûr, à partir du milieu des années 80, les nouveaux débats concernant la place de l'islam dans la société française, dans un contexte géopolitique où les libertés fondamentales sont attaquées par les théocraties islamiques qui s'internationalisent
autour notamment de l'affaire des versets sataniques. On ne peut aujourd'hui que rendre hommage à Salman Rushdie, qui, comme vous le savez, a cet été encore été touché par cette fatwa qui, soi-disant, aurait été abolie à l'époque par le régime iranien. On sait très bien qu'une fatwa ne peut être annulée. Et malheureusement, Salman Rushdie, on a payé dernièrement, on a fait les frais. Bien. Alors, si maintenant, donc je reviendrai là-dessus, si maintenant on fait un petit focus, s'il vous plaît, sur l'entre-deux-guerres, je vais partager mon écran, partager l'audio, boum, ok, et allons voir ce qui se passe en France dans l'entre-deux-guerres, si vous voulez bien. Charles, peux-tu me rassurer? Est-ce que c'est relativement lisible? Relativement. Mais oui, non, ça y est, ça c'est bon. Le cinéma scolaire et éducateur laïque. Okay. Et tout ce qui est en petit caractère également. Ah bon, bah alors super. Alors, donc, si vous voulez bien que l'on parle un tout petit peu du réseau du cinéma scolaire éducateur laïque en France et dans les colonies dans l'entre-deux-guerres, et qu'on voit dans quelle mesure il participe à une propagande laïque. Alors, tout d'abord, très beau titre, ce cinéma des écoles et des préaux. C'est un titre que j'emprunte à Béatrice de Pastre. C'est un cinéma à la fois scolaire et éducateur. Ce cinéma scolaire et éducateur, donc à l'école, mais aussi en dehors de l'école, dans les activités périscolaires, eh bien, il est animé par des personnalités du réseau de la Ligue de l'enseignement. Peut-être s'en souviendra-t-on ici, puisqu'on a des doctes personnes, Albert Lebrun, qui a été très longtemps président de la République française, mais même juste après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il y a eu ce moment d'ombre, et qu'au final, à la libération, il a repris son poste. Albert Lebrun était aussi, par exemple, président du cinéma éducateur de Nancy. Édouard Herriot, qui a participé depuis le moment où il était maire de Lyon, c'est-à-dire au début du XXe siècle, jusqu'au moment où il a pris la présidence du Conseil et puis qu'il est devenu enfin président de l'Assemblée nationale, a toute sa vie défendu une vision éducatrice du cinéma, a notamment légiféré quand il était ministre de l'instruction publique, c'est seulement à partir de Jean Zay qu'on parle d'éducation nationale, de l'instruction publique et des beaux-arts, c'est lui notamment qui a créé la fameuse commission de contrôle des films. Et dois-je vous rappeler qu'il était aussi au conseil d'administration de la Ligue de l'enseignement. De toute façon, c'est une figure centrale de la Troisième République. Si je devais vous faire sa biographie, alors là, Jean Zay qui, comme on le sait, lui succède au conseil d'administration de la Ligue de l'enseignement et qui, entre autres, est connu pour avoir eu cette idée fameuse de créer un festival qui fasse concurrence à la Mostra de Venise, à une époque où elle était noyautée par les fascistes italiens. Vous avez bien reconnu le festival de Cannes, mais the last but not the least, la figure la plus importante dans l'histoire que je vous évoque aujourd'hui, Joseph Brenier, fait partie des présidents de la Ligue de l'enseignement qui, de toute évidence, resteront dans l'histoire au même rang, par exemple, que Léon Bourgeois. Joseph Brenier, qui est j'ai envie de dire, celui qui a eu cette idée extraordinaire de
promouvoir les valeurs républicaines au travers de la culture, des différentes formes de culture, le théâtre, le sport, qui a une dimension culturelle, et puis bien sûr le cinéma, au travers de ces fameuses UFOLEP. C'est lui qui a l'UFOLES, l'UFOLEP, l'UFOLEA, c'est lui qui a structuré le réseau. Bien. Alors si on regarde la carte des offices du cinéma éducateur laïque en 1938, c'est une carte que j'ai moi-même dressée en faisant exprès de la rendre un peu illisible. Je vous explique pourquoi. C'est parce que les géographes le savent bien, à partir du moment où on met des hachures, on fait dire un peu ce qu'on veut à une carte. Alors j'ai préféré ne pas orienter le regard, mais quand même vous la commenter. Alors, j'ai compté tous les offices du cinéma éducateur que j'ai pu trouver dans différentes archives, et du coup, ça nous permet de composer une carte qui ne correspond pas à proprement parler aux académies, mais à des territoires. Par exemple, il y a une carte qui va de Troyes, d'où je vous parle, jusqu'à Saint-Étienne, voyez-vous, en passant par la Côte d'Or. On a une carte des Black Countries, des pays noirs, bien sûr. Donc, excusez-moi, je regarde parce que voilà, j'espère que vous voyez le haut de la carte. Donc, de Lille à Saint-Étienne en passant par Nancy. On a aussi une carte qui correspond aussi au bastion du radical-socialisme du côté notamment de Clermont-Ferrand, puis j'essaye dans ce cadre-là aussi d'englober Villefranche-sur-Ouert, mais je ne suis pas bien certain que j'y arrive. Et puis en revanche, on a une carte où sur l'arc atlantique, j'ai l'impression de faire la météo, on a beaucoup moins d'offices du cinéma éducateur, puisque, vous l'aurez compris, les offices du cinéma éducateur sont implantés dans des régions qui, sur la frange dans laquelle la France confessionnelle et la France laïque s'interpénètrent. Ici, vous voyez ici la Bretagne qui est pratiquement étanche, et puis bien sûr ici les Pyrénées qu'à l'époque on appelle Atlantique, avec Pau, et au sud de Pau, Lourdes. J'essaie de passer à la diapo suivante. Pourquoi on parle de cinéma éducateur laïque? Alors, excusez-moi, dans le champ du monde de l'éducation populaire, qu'elle soit laïque ou confessionnelle, ce qui est en jeu, Bourdieu pourrait parler d'illusio, dans le cadre de cette œuvre culturelle, c'est tout simplement de conquérir des publics à l'école de la laïque. Je le redirai autrement, l'instituteur comme le prêtre, par leurs activités culturelles, donc extra, j'ai envie de dire professionnelles et sacerdotales, tentent de conquérir des publics pour leurs propres écoles. Ce qui est en jeu quand on regarde les effectifs des enfants à l'école primaire de 1881 à 1936, par exemple, ce n'est pas la quantité d'élèves, puisqu'au fond, la démocratisation des écoles primaires, elle s'opère assez rapidement, on va dire. Mais d'un point de vue qualitatif, c'est d'une part l'entrée des filles à l'école, de plus en plus, jusqu'à la parité. Et par ailleurs, c'est le fait que les écoles privées sont privées partiellement de leur public potentiel. Quand on regarde les pourcentages, là encore j'ai un problème pour passer à la diapo suivante, je vous demande pardon, petit problème technique, tac. On s'aperçoit que 1881 à 1937-38, les écoles laïques continuent à gagner du terrain jusqu'à scolariser les 4/5e des enfants dans leurs écoles. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on peut parler de défense de la laïcité. Vous voyez bien que là, il y a un cadre extrêmement concret, même si derrière ce cadre concret se cachent aussi des principes, des valeurs et des contenus d'enseignement qui diffèrent.
Alors, comment est-ce que l'instituteur de la laïque, les instituteurs de la laïque essayent d'attirer les enfants et les adultes au cinéma éducateur? On a, dans un premier temps, des films qui sont des films réalisés par Jean-Benoît Lévy, qui est véritablement un cinéaste, le cinéaste de l'école de la Troisième République. Il a réalisé plus de 200 films et tous les offices de cinéma éducateur les diffusent abondamment, fréquemment. J'en ai une liste là ici. Ce sont des films qui, tout à l'heure Jean-François Chanet parlait de paraboles, que l'on peut considérer comme des paraboles laïques. Si vous aimez peut-être les paradoxes, l'idée étant que l'on, effectivement, raconte une histoire dont on peut tirer un enseignement, mais un enseignement concernant la vaccination, la puériculture, la syphilis, l'alcoolisme, tous les thèmes qui sont extrêmement présents dans la propagande qu'on pourrait appeler consensuelle de l'école de la Troisième République. Bien. Effectivement, si vous lisez mes premiers écrits, il y a un certain nombre d'analyses de ces films. Mais aujourd'hui, pour faire plaisir à Charles, tout à l'heure on parlait de Clochemerne, j'ai fait un petit focus sur un autre film qui est bien connu du monde de l'éducation populaire laïque. Alors, Mon oncle Benjamin, vous fais-je un affront si je vous précise que c'est d'abord ce roman sulfureux, écrit en 1843, donc 5 ans avant la Deuxième République, par Claude Quillet, censuré à son époque. Pourquoi? Parce qu'il y a une satire du monde clérical, que le personnage principal et son beau-père, qui est médecin, sont des épicuriens, et que le roman se finit, je suis désolé de vous spoiler si vous ne l'avez pas lu, par un enterrement laïque, au sens où il n'y a pas de cérémonie religieuse, ce qui, à l'époque, est dévoué à l'enfer et à la damnation éternelle. Bien. Alors, vous comprendrez bien que ce livre devient un symbole de lutte anticléricale pendant tout le XIXe siècle, et que ce n'est pas anodin si, en 1924, et ce film-là de René Leprince, vous pourriez le visionner si vous alliez du côté de Toulouse, à la Cinémathèque de Toulouse, très exactement à Balma, où vous avez les archives nationales du film, et Raymond Borde, qui était le premier directeur de la Cinémathèque de Toulouse, a réussi à sauver tout un ensemble de films de cette époque des offices du cinéma éducateur, des films muets, donc on est en 1924, dont notamment ce film de René Leprince. Et j'ai montré d'ailleurs, il y a bien longtemps, vous avez parlé de ma thèse, j'ai entre-temps fait une HDR, hein, mais donc mon premier travail a été bien de montrer à quel point ce film de René Leprince, Mon oncle Benjamin, était le film le plus montré dans le réseau de la Ligue de l'enseignement dans l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire que c'est celui qui a le plus de copies et qui, lorsque l'on regarde les talons d'empreinte film, est le plus vu. Et vous comprenez. Alors, le film de René Leprince est beaucoup moins sulfureux que le roman. À savoir que le côté coquin que l'on retrouve un peu dans le film d'Édouard Molinaro que tout le monde connaît ici, vous savez, celui avec Jacques Brel, où on voit quelques jeunes femmes un peu dénudées, alors à une époque où lorsqu'on portait les jupes au-dessus des genoux, c'était vraiment extrêmement osé. Eh bien, rien de tout cela dans le film de René Leprince, qui est extrêmement respectueux en termes de dévoilement de l'anatomie féminine. De la même manière, ce film est sulfureux. Oui, allô? Est sulfureux pour une autre raison, c'est que il ne montre pas de prêtres. Dans une époque 1924 en France, on a encore 30 millions, seulement 30 millions de Français, et où
encore plus de la moitié des ouvriers sont des ouvriers agricoles. On est dans un monde encore de paysannerie, hein, en 1924 en France, et où il est encore, on ne peut plus courant et conventionnel socialement de se marier à l'église, d'avoir des enterrements religieux, etc. Le simple fait de montrer des moments importants de la vie des hommes sans qu'un prêtre n'apparaisse est devenu un sujet, un casus belli auprès de l'Église catholique de l'époque. Et donc ce film, Mon oncle Benjamin, était évidemment par le comité catholique qui veillait à mettre des cotes au film, était considéré comme à ne regarder ni par les enfants ni par les adultes. Bien. Alors, je fais quand même un petit détour, changer un peu d'angle, changer d'échelle, dire que là, on est dans un cadre franco-français, mais ne jamais oublier que cette laïcité telle qu'on la vit en France, eh bien, elle n'est pas aussi bien connue à l'étranger. En Belgique, certes, sûrement, mais on est dans une époque où il y a la montée de l'extrême droite en Europe. Et donc, l'Office du cinémateur connaît aussi une organisation internationale, l'Institut international du cinématographe éducatif. Il se réunit notamment à Rome en 1934. Et il est noyauté par Mussolini. Et vous voyez ici une photographie où on voit Luciano Di Feo, Renato Ricci et tristement notre Louis Lumière national qui ici se fourvoie auprès des fascistes italiens. Alors, dans ce cadre-là, on peut voir aussi une lutte entre laïcs et confessionnels, ne serait-ce que sur le terrain du format des films. Alors là, la discussion est un peu technique, mais figurez-vous que en 1929, le cinéma étant devenu parlant, la question va se poser de savoir comment va-t-on faire pour renouveler le parc complet des cinémas qui animent les écoles françaises. Le ministère de l'Instruction publique a donné beaucoup d'argent pour généraliser le cinéma dans les écoles normales, et il faut tout changer parce que le cinéma devient parlant. Alors, ce qui va sauver ce réseau, c'est l'invention du format intermédiaire, c'est-à-dire qu'on va passer du 35 mm à un autre format, sauf que Pathé fait du 17,5 et vous avez aussi les Allemands qui font le 16 mm. Or, les écoles du cinéma éducateur laïque en France commencent à s'équiper en 16 mm, alors que les écoles du privé, elles, s'équipent en 17,5. Eh bien, le ministère de l'Éducation nationale, puisqu'entre-temps, on est passé, la dénomination a changé, tergiverse et ne prend parti pour aucun format, si bien que pendant 3-4 ans, aucun format de cinéma intermédiaire n'est facilité, subventionné par l'État. Et au final, là, il y a un arbitrage qui est politique et qui va favoriser le cinéma éducateur laïque aux grandes dames des patronages chrétiens, puisque c'est uniquement le 16 mm qui va être reconnu comme un format intermédiaire aidé financièrement par l'État. Vous voyez comme quoi on peut parler de laïcité cinéma sous différentes dimensions. Ici, on est bien dans une dimension purement technique, mais qui a des ramifications avec le politique. Bien. Et puis, en termes de cinéma international, alors je ne sais pas, mais j'ai vu qu'il y avait une ligue de l'enseignement, là, qu'il y avait une personne qui venait des Caraïbes. Est-ce que je me trompe, Charles? Ah, Charles, es-tu là? T'ai-je perdu, Charles? Bon. Suis-je tout seul?
Je vais faire Mission Cinéma Caraïbes, oui, tout à fait. Ah d'accord, ok, très bien. Juste pour dire que la France métropolitaine et la France outre-mer, et là en l'occurrence la France coloniale, hein, fait du cinéma éducateur, par exemple en Afrique du Nord, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, aussi en Indochine. Et on a ici une propagande des valeurs humanistes, démocratiques et républicaines qui s'opèrent au travers de ce cinéma. Alors, vous voyez ici, j'entre dans une dimension délibérative, et je crois que c'est aussi une des dimensions de la laïcité, de laisser une grande place au débat. Dans la culture laïque, il y a l'idée qu'on délibère, que d'une certaine manière, la laïcité, c'est un principe qui permet la délibération. Bien. Alors, il y a un certain nombre de chercheurs qui, à propos du cinéma dont je vous parle, ont proposé l'idée que c'était un cinéma qui était relativement consensuel. Là, je vous projette quelques livres qui soutiennent cette thèse. D'autres, aux États-Unis, notamment une chercheuse américaine qui s'appelle Alison J. Murray Lewin, qui a écrit un livre, Eyes of the Nation. Alors là, l'allusion est à L'œil de Vichy, à un film français. L'œil de la nation, c'est un livre qui tente de démontrer, à mon sens de manière très maladroite et puis pas du tout convaincante, que le cinéma dont je vous parle est un cinéma prévigiste. Mais je vais quand même défendre cette thèse, même si ce n'est pas la mienne. L'argumentaire repose sur l'idée que, même si ça ressemble à un paradoxe, puisque comment voulez-vous qu'un cinéma, que la Ligue de l'enseignement ait pu promouvoir un cinéma prévichiste? Ça ressemble à un contresens historique. Mais pourquoi pas? Parce que si les images circulent, si les idéologies circulent, il y a peut-être aussi dans le cinéma éducateur un fond qui pourrait être considéré comme raciste, comme xénophobe, et que par conséquent, c'est la thèse, vous savez, de Robert Paxton, selon laquelle, et ça, bon, il l'a quand même bien démontré, il y a eu une période en France prévichiste, mais que ça aille jusqu'au réseau du cinéma éducateur laïque, je ne trouve pas ça très convaincant, dans le sens où on peut, et j'ai pu moi-même le montrer pendant de longues années, et à force d'ouvrages, recouper, pour reprendre l'expression qu'a employée tout à l'heure Jean-François Chanet, les cartes du cinéma éducateur que j'ai dressées avec celles des élections législatives de 1936. Et en fait, on s'aperçoit qu'à une exception près, et qui encore s'explique, c'est dans la partie mosellane de la... qui était dans le giron de l'Allemagne avant 1914, que cette carte correspond, la carte du cinéma éducateur, à la carte du cinéma du Front populaire. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je propose de dire que le véritable cinéma du Front populaire n'est pas en fait celui de Jean Renoir ou de Marcel Carnet ou de Julien Vivier, La Belle Équipe par exemple, qui sont effectivement, selon Pascal Horry, des films qui illustrent bien l'ambiance du Front populaire au moment où il a pu être élu. Là, je vous parle du cinéma qui a, sur le terrain et de longue date, favorisé l'émergence du Front populaire, sinon obtenu le fait qu'il gagne aux élections. Voyez-vous, l'instituteur de la Troisième République passant son cinéma en dehors du temps scolaire devant les adultes, faisant une propagande qui défend les valeurs de la République, certes, mais aussi un certain nombre d'idées des gauches de l'époque. Par exemple, un cinéma de coopération et un cinéma pacifiste. C'est Cyril Nelly qui a bien montré que dans l'entre-deux-guerres,
les gauches s'unissent autour de la notion de pacifisme. Alors, vu que ça fait quand même un certain nombre de minutes que je parle et que vous souffrez de m'entendre, je veux vous montrer un petit film, un petit extrait justement de cinéma éducateur laïque qui représente bien cette idée de coopération à l'école. Alors, le film s'appelle « En se donnant la main ». Il a été réalisé par un instituteur de la Troisième République qui s'appelle Louis Collin, qui était aussi directeur, enfin c'est un instituteur donc détaché, comme on a dit après, sous la Quatrième République. Il était aussi directeur de l'Office du cinéma éducateur régional de l'enseignement cinématographique, l'OREC, de Nancy. Alors, et il présente la coopération à l'école. J'espère que là, le fait que je vous envoie un film ne va pas bugger. Là, j'essaie de vous envoyer le film. Je vois qu'il a du mal à démarrer parce qu'il est en partage. En fonction du réseau, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Ça nous fera un bon test pour la suite de mon intervention. Là, là, vous voyez, j'ai un petit échec sur ce film. OK. Je vais en essayer un autre. Oui, l'autre fonctionne. Alors, sans troubler ton propos, on peut quand même signaler, nos amis pourront le voir, le film est en ligne sur le site de l'INA. Oui, voilà. Oui. Mais plus tard, bien entendu. Il est aussi archivé à une cinémathèque qui vient de retrouver un second souffle, qui est la cinémathèque du Grand Est, qui avant s'appelait le Conservatoire régional de l'image de Nancy. Mais pour ne pas trop nous frustrer, je vois que celui-ci ne fonctionnant pas bien, pourtant j'ai fait des essais auparavant, mais ce sont les affres de la visioconférence, je vous projette un film qui est bien connu aussi, qui a été fait par un autre instituteur de la laïque qui s'appelait Eugène Reboul, qui était le directeur de l'Office du cinéma éducateur de Saint-Étienne, lors du congrès de la Ligue de l'enseignement de 1926. Et là, je pense que Pierrot l'a vu une bonne dizaine de fois. D'ailleurs, Pierrot, lorsque tu étais aux manettes, je me souviens qu'il y a eu un CD et sinon un DVD qui avait été fait par la Ligue de l'enseignement dans les années 90, où on retrouvait ce petit film. Et donc là, on y voit un ensemble de personnalités du monde de l'éducation populaire laïque. L'extrait dure 1 minute. Alors, je vous ai mis Pierre Mendès France, tout simplement pour le bonheur de voir Pierre Mendès France jeune, étudiant, voyez-vous. Le président de la Ligue de l'enseignement avant Joseph Brenier, à savoir François Albert, qui arbore une moustache extraordinaire. Ici, on voit Gustave Cauvin au premier plan, mais qui est de dos, qui est le directeur de l'Office des éducateurs de Lyon. Et puis, bien sûr, la personnalité la plus importante dans le cadre de cette réunion, à savoir le ministre Édouard Herriot, puisque là, on est en 1927, donc il est, à l'époque, le ministre de l'Instruction publique du premier cartel des gauches, celui qui s'apprête justement à créer la fameuse commission de contrôle des films. Donc, il y a une dernière image où on peut voir notamment Joseph Brenier. Donc, vous voyez, là, on est dans un cadre où on voit très bien que il y a bien une porosité entre les notions philosophiques, politiques et sociologiques de la laïcité. Je
Je vais très vite passer sur quelques diapos où justement je défendais l'idée que c'était un cinéma qui était pacifiste à une époque où la Ligue de l'enseignement avait pris conscience qu'avant la Première Guerre mondiale, les instituteurs avaient embrigadé les enfants et les avaient emmenés dans une boucherie. Et donc, on a un revirement idéologique après la Seconde Guerre mondiale, les instituteurs de la laïque étant très globalement pacifistes. Un pacifisme modéré qui est incarné par Léon Bourgeois et par Ferdinand Buisson, et un pacifisme beaucoup plus radical du côté de Pivert, qui a d'ailleurs fondé un courant de la gauche de l'époque qui s'appelle le pivertisme. Et puis, je dirais, au barycentre de tout cela, les figures marquantes de la Ligue d'enseignement qui, à l'époque, Jean Zay en tête, sont pacifistes, oui, mais anti-munichois tout de même, ce qui est une ligne qui était pas forcément la plus courante. Cette ligne de crête était très difficile à respecter, et pourtant les figures de la Ligue d'enseignement étaient dans cette ligne. Bien. Donc, la coopération à l'école, qu'on retrouve au travers notamment du sous des écoles, qui permet d'acheter un certain nombre d'outils qui sont des symboles de la modernité. Je pense au phonographe, je pense au cinéma. On voit ici en haut à droite justement un instituteur qui est en train de préparer une séance cinématographique. Ces instruments sont d'une certaine manière des symboles du progrès. C'est une époque où on croit encore au lendemain qui chante. On est à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et puis enfin, un dernier petit focus sur un élément qui n'est pas forcément toujours traité lorsqu'on aborde ces questions, je dirais, qui lient sociologie et cinéma, c'est la place des femmes dans la société et dans ce cinéma. Et pour justement faire le distinguo, la distinction entre les cinémas des extrêmes droites ou des patronages catholiques, on va trouver dans le champ du cinéma d'éducation populaire laïque des films qui, j'ai envie de dire relativement, sont des films qui peuvent être considérés comme féministes. Alors là, dans un premier temps, j'espère que vous allez être un tout petit peu choqués par ce que je vais vous montrer, parce que ce que je vais vous montrer, c'est justement le contraire. On a des films d'orientation professionnelle qui prônent les métiers féminins, J'ai montré ce film dernièrement à l'INSPE, c'est l'école normale de Saint-Étienne, à des étudiants qui sont en Bac plus 5, en master. Évidemment, quand on leur montre dans un premier temps des jeunes filles en train d'apprendre la couture, et puis si vous passez, vous verrez que on est dans des métiers comme le cartonnage, ce sont des métiers qui aujourd'hui ne font véritablement pas rêver les jeunes femmes. Et si on compare, les métiers masculins sont survalorisés. Alors, vous pourriez me dire, ben là, on est dans quelque chose de sexiste. Et c'est vrai que si on juge le passé à l'aune du présent, eh bien, on pourrait considérer que ces films sont effectivement sexistes. Sauf que, relativement, si on regarde l'ensemble des films qui parlent des femmes dans le cinéma éducateur, on trouvera sans doute des films qui les cantonnent à des métiers de ménagères, comme d'ailleurs de toute façon les écoles catholiques aussi les cantonnaient à l'époque, mais on va trouver aussi des films où les femmes sont
valorisées au travers de métiers. Parfois, elles sont complètement autonomes, émancipées. Elles ne sont pas toujours mariées. Il y a notamment un film qui s'appelle La maternelle de Jean-Benoît Lévy, qui est absolument magnifique. D'ailleurs, en plus, c'est un film très, très beau, qui mérite d'être vu, adapté d'un roman de Léon Frappier, qui était à l'agrègue de littérature dans les années 50, ce roman. Il a un peu oublié La maternelle de Léon Frappier. Et c'est un paradoxe, ce livre à lui tout seul, parce que le livre de Léon Frappier est un brûlot anti-école républicaine. Et Jean-Benoît Lévy l'adapte pour en faire un film qui est un hymne à l'école républicaine. Notamment, il prône dans ce film l'école maternelle qui apparaît à ce moment en France et qui est une école de la protection des enfants. Hein. Et dans ce film, vous avez le personnage principal qui est incarné par cette magnifique actrice qui s'appelle Madeleine Renaud, qui est en fait une femme qui est bachelière et qui va accepter d'être déclassée, comme souvent les femmes le sont à l'époque, à savoir que quand un homme avait le bac, il pouvait enseigner, quand une femme avait le bac, eh bien, ce n'était pas si évident pour elle d'enseigner. Elle va accepter un déclassement dans le sens où, malgré le fait qu'elle ait un bac, elle va rentrer comme femme de ménage dans une maternelle pour ensuite, après, gravir les différents échelons et finalement se retrouver institutrice. Vous voyez, alors, les films de Jean-Benoît Lévy, toutes ces fictions sont en fait des fictions dont le personnage principal est une femme. Si bien que les féministes américaines, dans les années 90, ont cru bon de penser qu'en réalité, ce n'était pas lui qui avait réalisé ces films, mais une femme. C'est pour vous dire à quel point il était en avance, on va dire, sur son époque. Voilà. Donc, j'en ai fini sur cette première partie qui consistait à montrer à quel point la défense de la laïcité dans le cinéma éducateur de l'entre-deux-guerres dépassait de loin le seul cadre stricto sensu de la séparation des églises et de l'État. Et du coup, je te cède la parole, Charles, peut-être aussi Jean-François, pour animer une discussion. D'abord, une simple précision. Vous pourrez poser vos questions ou donner vos informations tout au long de les interventions de Pascal. Merci de ne pas le faire de vive voix, bien entendu, mais dans l'espace qui est dédié à la discussion et qui est un des apports des visioconférences tout de même. Il nous reste une heure. Pascal va nous parler du Festival de Famec et ensuite va nous faire une sorte de récréation à base d'extraits de films, comme il l'a dit lui-même. Donc, je ne vous demande pas d'être concis, mais de ramasser votre propos. Je vous remercie. Oui, c'est vrai, d'autant plus qu'on a commencé un peu en retard. Alors, j'ai prévu vraiment 2 heures de conférence. Alors, ça finira peut-être à 16h15, hein, Charles. Pour ceux qui le souhaitent, celles et ceux qui le souhaitent, nous déborderons. Hein. Pas tous à la fois, alors. Bon, je peux apporter une précision quand même. Tu as évoqué tout au long de l'histoire de la Ligue, il y aurait 1001 choses à faire et à dire. Pierrot, notamment, pourrait dire ça. Mais tout récemment, en 2019, il y a eu non pas la réédition, mais l'édition du Festival de Cannes tel qu'il aurait dû se dérouler en 1939. Ça s'est passé à Orléans. Et les cercles Condorcet, mais plusieurs sont représentés ici aujourd'hui, les cercles Condorcet ont participé à cette réédition. Et dans l'édition des cercles sur Mediapart, vous trouvez une bonne série d'une dizaine d'articles qui sont dus à notre amie Flora, qui travaillait à l'époque à la Ligue, notamment sur la mémoire et l'histoire de la Ligue. Voilà, je vous mets un lien sur l'édition des cercles, vous irez farfouiller un petit peu. Il y a vraiment des recensions de films qui sont tout à fait intéressantes et on peut saluer au passage notre ami Alain Braun qui avait retrouvé beaucoup de ces films, qui est un vieux militant de l'éducation populaire, pour ne pas dire un très vieux militant de l'éducation populaire, qui avait beaucoup retrouvé les pellicules de ces films et qui les avait fournis pour que cette
édition, réédition ait lieu dans de bonnes circonstances. Je vous mets le lien, vous le consulterez plus tard, bien entendu. Alors, c'est bien, ça nous recentrera dans notre propos et ça me permettra de faire le lien. Tu croyais pas si bien dire parce que justement, j'allais citer Jean Zay en introduction de ma deuxième partie. Mais juste pour faire un tout petit peu, ouvrir le débat, je connais parfaitement bien Evelyne Richard, qui était la proviseure du lycée Jean Zay d'Orléans, qui a organisé ce festival de Cannes fictif. Et alors que je l'aime de tout mon cœur, Evelyne Richard, je l'ai eu moi-même comme proviseur quand j'enseignais à Orléans dans un lycée professionnel à Fleury-les-Aubrais. Je faisais, je l'espère, un peu honneur à Jean Zay en critiquant son festival, parce que d'abord, c'est d'une certaine manière important de critiquer ce que l'on aime. Et je lui disais, mais à jamais de la vie, si Jean Zay avait fait un festival à Cannes en 1940, le film qui a été primé, qui était Mr. Smith au Sénat en 2019, n'aurait été ce film, tout simplement parce que les connaisseurs du cinéma éducateur laïque auraient su qu'à l'époque, les éducateurs n'avaient pas nos schémas mentaux et ne primaient pas des fictions. Le premier film qui a été primé à la Mostra de Venise est un documentaire de Flaherty. Les films qui ont été primés par les éducateurs en 1936 à l'exposition française internationale, à l'exposition coloniale, ce sont des documentaires. À l'époque, et on n'est pas encore à l'époque des ciné-clubs, un film, c'est d'abord un film instructif. On fait de l'édification laïque ou bien on instruit. Et donc, la valeur du film, elle n'est pas dans l'esthétique. Voyez-vous ? Donc, c'est donc un anachronisme que de primer Mr. Smith au Sénat, mais ce n'est pas grave. Et d'ailleurs, c'est un film qui est absolument génial et qui est totalement dans les valeurs de l'école républicaine. Et c'est dans ce sens-là qu'il a été primé, bien sûr. Voilà. Bon, alors, j'espère que j'ai envie de dire, notre ami à tous, Jean Zay, ne se retournera pas dans sa sépulture qui se trouve maintenant au Panthéon, si je ne vous emmène pas au Festival de Cannes, loin de ces paillettes qui, je pense, n'auraient pas du tout plu à Jean Zay non plus, ni à cette logique mercantile qui quand même préside un peu au Festival de Cannes aujourd'hui. Mais si je vous emmène dans un petit festival qui peut-être ne paye pas de mine, mais qui sans doute fait beaucoup plus concernant les valeurs de la laïcité, c'est ce festival du film arabe de Famek. Alors, je vais partager mon écran, si vous le voulez bien. Voilà, boum. Et normalement, Charles, tu me confirmeras, tu devrais voir le plan, le titre. On voit bien. Partie. Voilà, bon. Donc, ou comment une action éducative et culturelle peut aménager un territoire républicain. J'avais pensé à un autre titre, ou comment on peut gagner un territoire à la République, en référence à ce fameux ouvrage, vous savez, les territoires perdus de la République. Voilà, c'est un territoire qui est gagné. Youpi, puisqu'au fond c'est festif, aujourd'hui on fête la séparation des églises et de l'État, alors et on a aussi des raisons d'espérer. Hein, ne sombrons pas toujours dans la morosité. Donc laissez-moi vous emmener en Lorraine, en Moselle, dans la vallée de la Fensch. J'ai envie de dire mes chéris, pour ceux qui connaissent cette belle chanson de Bernard Lavilliers. La vallée de la Fensch, ma chérie, c'est le Colorado en plus petit. Donc dans un bassin sidérurgique qui a été si bien chanté par Lavilliers, précisément à Famek, dont le festival du film arabe est emblématique de la conception de la laïcité défendue par la Ligue de l'enseignement depuis la fin des années 80. Alors vous avez vu, je prends des risques quand même, hein, parce que là, il n'y a que des ligueurs, alors j'espère que je ne vais pas dire de bêtises. Donc, de quelle conception de la laïcité parle-t-on ? Les associations d'éducation populaire laïque prônent l'apprentissage de la vie dans la communauté française,
j'ai bien dit la communauté française, autour des valeurs et principes de la République, un apprentissage par l'expérience de la mixité socio-culturelle, par la mise en activité, le partage de moments de vie quotidienne et le dialogue. Il s'agit d'un patient apprentissage de, là aussi je prends des risques, la culture française, humaniste, démocratique et républicaine. Fait écho, bien sûr, aux diversités dont parlait Jean-François tout à l'heure. Et d'ailleurs, je me souviens qu'il y a eu un colloque sur la manière dont on pouvait concilier les deux l'an passé, qui était animé, auquel j'ai participé d'ailleurs. Ce patient apprentissage de la culture française, humaniste, démocratique et républicaine, implique non une ouverture à des droits différents ou supplémentaires pour les divers groupes socioculturels, ça c'est clair, mais une ouverture quand même, et le mot ouverture a été aussi prononcé par Jean-François tout à l'heure, à l'expression d'identités culturelles variées dans un esprit de tolérance mutuelle, dans le cadre d'activités qui ne cherchent pas à satisfaire les communautarismes, mais visent à faire société. J'irais même jusqu'à parler d'unité nationale en essayant de le débarrasser de la notion, la connotation nationaliste qu'elle pourrait avoir. Mais la notion de nation, vous le savez bien, n'appartient pas à l'extrême droite. En 1990, la création du Festival du film arabe de Famec est symptomatique de ce positionnement idéologique. Elle s'opère au même moment où le système éducatif se démocratise dans le secondaire. Et oui, c'est une démocratisation plutôt lente, hein, et tente d'apporter une réponse à la diversité, comme on dit à l'époque, du public scolaire, dans un contexte sociopolitique marqué par la montée du racisme, de l'antisémitisme et par l'émergence de la politique de la ville. L'histoire du festival est en premier lieu liée au contexte socio-économique de Famec. En 1960, afin de faire face aux difficultés de logement des migrants venus travailler dans les usines sidérurgiques de la vallée de la Fetch, une ZUP est implantée dans le petit hameau de Rémelange, qui compte à l'époque 500 habitants. Ce quartier va devenir la dorsale d'une cité dortoir, tenez-vous bien, dont le nombre dépasse 15 000 habitants en un temps record. En 1967, un centre social y est créé, vous l'avez sous les yeux, à l'initiative d'une association qui bénéficie du soutien de la mairie socialiste. Le quartier sera d'emblée classé ZEP, ZUS, quartier prioritaire de la politique de la ville. Famec compte aujourd'hui parmi les 15 villes qui sont choisies par le ministère de l'Intérieur pour tester le dispositif zone de sécurité prioritaire. À la suite des attentats de 2015 qu'on a évoqués tout à l'heure, elle accueille l'une des 25 nouvelles antennes de renseignement déployées par la gendarmerie nationale dans le cadre du plan de lutte contre le terrorisme. C'est pour ça que je vous parlais de territoires qu'il faut gagner à la République. Bien. Dans le quartier de Rémelange, où se situe précisément le festival, le taux d'emploi, je vous demande pardon, il va y avoir des chiffres, mais il y a une démonstration. Le taux d'emploi n'atteint que 41% de la population en âge de travailler, contre 65% en France. La population de nationalité étrangère y est particulièrement touchée par le chômage, avec un taux d'emploi de seulement 16%. On ne s'étonnera donc pas si les établissements scolaires accueillent 70% d'enfants issus d'un milieu social défavorisé. Le taux de pauvreté y est 3 fois plus important que sur toute la France. C'est dans ce contexte qu'a été créé le Festival du film arabe par Mario Djoubelli. Alors là, j'ai l'impression que j'ai mon bandeau qui vous cache la diapo. Mario Djoubelli, qui est un prêtre ouvrier, concierge au centre social. Et René Cahin, qui quant à lui est un militant laïque à la Ligue de l'enseignement de Moselle,
Il est aussi dans diverses associations, notamment les Éclaireurs de France, et puis au conseil d'administration de la Ligue des droits de l'homme. Et puis, ils sont assistés tous les deux par un petit jeune instituteur détaché qui aujourd'hui a fait carrière, qui se trouve du côté de la Normandie, qui s'appelle Denis Darrois, et qui est à l'époque directeur du service audiovisuel de la Ligue de Moselle. Bien. C'est dans un esprit d'ouverture que les fondateurs du festival ont eu pour objectif l'intégration des migrants et la socialisation des populations issues de l'immigration, en leur offrant la possibilité de découvrir ou de redécouvrir leur pays d'origine au moyen du cinéma, tout en promouvant les valeurs et pratiques qui sont au cœur de la culture laïque, notamment l'exercice du débat dans le respect des libertés de conscience et d'expression. Alors ça, j'espère que ça plaira à Jean-François Chanet, parce que là, j'ai envie de dire que le Festival de film arabe de Famec, c'est une petite patrie. Bien. L'analyse des grands prix du festival, je vous ai montré, je crois, montre ainsi une très nette valorisation des films défendant les droits humains. Vous voyez ici Ayam Nojoub, dont on peut lire aussi le livre, qui raconte comment une enfant de 10 ans, malheureusement, subit un mariage forcé et bien d'autres choses absolument abominables. Autant dire que ce combat pour la promotion des valeurs humanistes, démocratiques et républicaines est une véritable gageure dans un bassin d'emploi qui a accueilli plusieurs milliers de travailleurs immigrés pour ensuite être durement touchés par les fermetures des mines et des usines sidérurgiques. La fermeture en 2011 à Hayange des hauts fourneaux d'ArcelorMittal en est un bien triste symbole. Dans ce contexte socio-économique particulièrement difficile, le Festival du film arabe est un bel exemple de la manière dont on peut lutter contre le délitement social au moyen de leviers culturels. Entre autres, on va voir que c'est tous azimuts. Dans le cadre de plusieurs observations de terrain que j'ai faites, alors il se trouve que j'y vais moi depuis sa création, mais j'ai fait des observations sociologiques en bonne et due forme en 2017-2018, juste avant la Covid. On peut voir deux grands axes de lecture: la lutte contre les inégalités d'accès à la culture et l'apprentissage du vivre ensemble par la pratique de la mixité générationnelle, sociale et culturelle. Concernant ces diverses formes de mixité, si les séances programmées en matinée ne bénéficient pas d'une grande affluence, sont plutôt fréquentées par les jurys et professionnels, les programmes du soir et du week-end, de même que les nombreux espaces de rencontre, je vous en ai mis un là, destinés à créer du lien durant les temps interstitiels, accueillent un public d'une grande diversité. Le centre social propose aux festivaliers de nombreux événements, conférences, expositions, librairies, ainsi que des espaces de restauration, le plaisir d'essence, qui sont autant de lieux d'échange et de partage. Par exemple, vous pouvez, pour 11 €, avoir un film et un couscous ou un tagine. C'est quand même mieux que d'aller dans un multiplex puis de prendre un McDo. Et le prix de la place est à 4 €, alors que la moyenne du ticket en France est de 6,50 €. On a une grande salle de restauration en forme de cantine populaire. Je pourrais ici zoomer, m'attarder pour vous montrer qu'il y a une véritable mixité sociale et culturelle et générationnelle, mais je voudrais vous montrer quelques films en fin de séance. Bien. On a aussi un salon de thé oriental et une buvette située en extérieur, sur la frange dans laquelle la vie du festival et la vie de la cité s'interpénètrent. Les habitants du quartier, jeunes, moins jeunes, femmes, hommes, de toutes catégories sociales, culturelles, y croisent les autres festivaliers venus principalement de la région, ainsi que les professionnels du cinéma du pays qui est valorisé. Chaque année, vous avez un pays à l'honneur, Algérie. Alors, ce sont des pays du Middle East, North Africa. Ce n'est pas le festival du film arabe. Le mot arabe a été emprunté malheureusement dans les années 90, mais on est plutôt sur le Moyen-Orient et le nord de l'Afrique. Bien. C'est la raison pour laquelle le festival accueille aujourd'hui entre 7 000 et 8 000 spectateurs.
le travail que fait maintenant la directrice Majou Magalfoot pérennise l'action de Mario Giubelli et de René Cain. Et on a pas moins de 15 000 festivaliers. C'est des gens qui ne viennent pas voir les films et qui viennent manger un couscous. Concernant la lutte contre les inégalités, et tout d'abord en matière d'inégalités géographiques, le festival couvre un territoire plus important que Famec. On a bien sûr la salle centrale de Famec, mais on a aussi Cérémont-Gersange, Florange, 2 cités dortoirs qui jouxtent Famec, puis ça s'étend jusqu'à Faulquemont, Sarreguemines, Ars-sur-Moselle, pour finalement commencer à se décentraliser sur toute la Lorraine. Aujourd'hui, il y a quelques séances à Pont-à-Mousson, Nancy ou Épinal. Alors, outre cette dimension d'aménagement culturel d'un territoire, le festival mène aussi une politique à l'intention de la jeunesse au moyen de plusieurs dispositifs. On a un prix du jeune public. On a aussi, et là j'ai une diapo qui va vous le montrer, un dispositif formidable qui s'appelle Ciné Petit Déj et Ciné Goûter. Alors, le Ciné Petit Déj, c'est le dimanche matin. Vous avez pour 3 € un film et un petit déj. Et l'après-midi, le mercredi, vous avez un film et un ciné goûter. En moyenne, donc je vous le disais tout à l'heure, on a des films à tarif réduit pour 4 € au lieu de 6,38 en moyenne en France. Et les films du mercredi, dans le cadre de sorties pédagogiques, sont même gratuits. C'est-à-dire qu'il y a des écoles qui sortent les enfants au festival, les centres aérés aussi, et là, on a la gratuité complète. Alors là, on est vraiment dans le cadre de séances populaires et familiales au sens sociologique, dans les ciné-goûters, les ciné-petits-déj. J'ai l'occasion d'observer plusieurs de ces séances pour les documenter. J'ai pris des photos, alors j'ai même pris des croquis, des dessins, pour bien avoir une idée de la salle. Là, par exemple, je vous montre une image d'un ciné-goûter. Et ce sont des séances qui sont familiales, essentiellement fréquentées par les mamans, les grands-mamans, très peu d'hommes, et puis bien sûr les enfants et les petits-enfants, originaires principalement du Maghreb. Et c'est dans ces séances qu'on trouvera le plus de femmes qui portent le voile. Et ça présente un intérêt, si vous voulez, en termes justement de politique d'intégration. En matière de programmation, le festival a aussi comme point d'orgue des séances organisées avec des réalisateurs, des conférenciers, notamment le samedi soir. On a des interventions de Benjamin Stora sur l'immigration italienne. Et là, on a des séances qui sont véritablement mixtes socialement. Bien. Donc, j'en reviens à ma problématique initiale concernant la laïcité, et je vais me risquer à une comparaison, donc enregistrement ou pas enregistrement, à savoir que j'ai fait une comparaison entre 2 communes qui sont toutes les 2 de la vallée de la Fensch. Il y en a une, c'est Hayange, l'autre, c'est Famec, dont je viens de vous parler. Alors, ces 2 communes ont connu la même histoire de désindustrialisation, et ces 2 communes ont connu aussi la même histoire de peuplement de migrants dont les profils sont sensiblement les mêmes. Bien. À la différence que du côté de Hayange, la politique culturelle et éducative n'a pas du tout été la même qu'à Famec. Alors, cette comparaison, si vous voulez, c'est un peu prenez une souris, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, et ça ne vous donne pas la même souris. Hein. Et donc là, en l'occurrence, je vous donne quelques chiffres quand même, que vous voyez sur cette diapositive qui est un peu compliquée à lire, mais c'est aussi pour fonder mon raisonnement, si vous le voulez bien. Donc, les voici. Je me risque à la comparaison à propos de ces 2 agglomérations. Les données livrées par le ministère de l'Emploi, par le ministère de l'Intérieur, hein, disent ceci. Dans le quartier populaire de Rémelange,
la part des demandeurs d'emploi chez les jeunes est nettement moins importante que dans la commune. On a moins de demandeurs d'emploi à Remélange que dans la commune, dans le quartier de Remélange, celui dont je vous parlais tout à l'heure, que dans la commune de Famec. On est à 12%, sur la commune à 14%, et dans le Val de Fensch à 20%. Et même dans le Grand Est, par exemple ici, moi je vous parle de Troyes, il y a un taux de chômage chez les jeunes qui est plus important que dans le quartier dont on vous parle. Les violences gratuites, ils sont 2 fois moins importantes qu'à Hayange, les actes de vandalisme 6 fois moins nombreux. Alors dans le premier cas, vous avez depuis les années 80 une politique socioculturelle menée de concert par les divers acteurs de la société civile, des collectivités locales et territoriales, des divers services de l'État. Donc ça dépasse le cadre du festival de Famec, mais c'est une action tous azimuts. Et dans le second cas, vous avez une vie culturelle qui est moribonde. Le basculement en 2014 de la mairie aux mains du Rassemblement national n'étant qu'un symptôme en fait de cette chronique d'une mort socio-économique annoncée. Dans cette perspective, le choix au début des années 70 d'implanter à Famec un centre social au cœur de la cité, tandis qu'à la même époque à Hayange, il a été fait le choix d'ouvrir un centre social, mais dans la périphérie, vous savez, dans une forme de ghettoisation, est véritablement signifiant de choix politiques dont on peut voir aujourd'hui les effets dévastateurs dans un cas, et puis très positifs de l'autre. Alors, la clé de voûte quand même de cette politique n'est pas culturelle, hein, c'est l'école au centre du village. Nous mettons l'école au centre du village. La politique éducative qui est menée dans les établissements scolaires de Famec et par les associations d'éducation populaire. On voit ici que la scolarisation des enfants de Famec en général et du quartier de Remelange en particulier est réussie au regard des autres communes du Val de Fensch. En 2015, les résultats au brevet des collèges, ils sont supérieurs, 90% de réussite, 89% pardon, à ceux des autres communes, 82% de réussite. La même année, on a un peu plus de 5% des enfants de la commune qui sont orientés en lycée pro, contre 14% pour le Val de Fensch. Alors évidemment, là, il y a une connotation négative qui ne me plaît pas, mais malgré tout, je donne ces chiffres. L'implantation de nombreux établissements scolaires, 8 maternelles, 4 primaires, 1 collège, 2 lycées et du centre social ont sans aucun doute eu des effets très positifs sur l'insertion professionnelle des jeunes. Et le Festival du film arabe, qui mobilise des employés permanents du centre social, des employés temporaires et bénévoles, s'inscrit dans une logique de formation qui est très, très intéressante concernant, je dirais, la qualité du tissu économique et social de Famec, à savoir qu'aujourd'hui, la plupart des emplois sont dans le tertiaire et donc dans les métiers de service. Ou alors, les emplois sont d'ailleurs à l'extérieur de la Moselle, c'est-à-dire que les jeunes vont trouver des emplois au Luxembourg. Donc, si vous voulez, dans le bassin d'emploi local, c'est bien le tertiaire qui se développe. Et dans ce cadre-là, le Festival du film arabe est très, très bien et très intéressant pour les stages et puis pour développer aussi les métiers dans le domaine de la médiation culturelle. Bien, alors si vous voulez bien, j'en ai fini concernant cette étude de cas qui nous a, je dirais, placé dans une configuration beaucoup plus actuelle. Et si vous voulez bien en débattre avec moi, je serais très heureux. Libre. Ça va, mon ami Charles, on respecte le temps qui nous est imparti. Oui, c'est très bien. Bon. Et nous aurons du temps pour visionner un certain nombre de choses tout à l'heure. Oui. Et c'était bien de mettre à l'honneur le festival avec des résultats sociaux et culturels que tu as dit, bien entendu.
Oui, justement sur ce point, j'interviendrai volontiers un instant parce que je pense que ça nous a tous, cette comparaison des statistiques ne pouvait pas ne pas nous rappeler Hugo, Victor Hugo. Euh, et en autant de déconstruction, il est parfois de bon ton au fond, de critiquer cette vieille morale hugolienne et cette foi en l'école, comme si à elle seule, l'école pouvait suffire à corriger les maux de la société. Nous avons perdu cette illusion, mais faut-il pour autant renoncer? Je ne crois pas plus que mon maître Maurice Agulon, qui, dans un très bel article, malheureusement pas repris dans les volumes d'histoire vagabonde, donc assez difficile à trouver, mais un très bel article sur Victor Hugo et l'école, rappelait ces choses. Euh, on sait, nous avons dû apprendre qu'un fort enseignement primaire n'a pas supprimé les injustices économiques de la société globale, bien sûr, et que les progrès supposés de l'esprit critique n'ont pas tari la source des croyances diverses, y compris les plus irrationnelles, ni des fanatismes. Mais pour autant, on peut vérifier sur ce cas précis, et il est très documenté, et il faut remercier Pascal de l'avoir documenté aussi bien. On peut constater quand même une influence, et ça doit nous mettre en garde contre la tendance à déprécier, à perdre foi dans ce qui a été considéré comme premier à un moment. Au nom, quelquefois, du rejet d'une vieille morale, peut-être en effet un peu désuète, mais enfin, qui en son temps a été fondamentale. Dans cet article, Maurice Agulon rappelait que pour répandre l'idée que la prostituée n'est pas d'abord l'instrument et la complice du vice, mais une victime, une personne et une victime, qui a plus fait que le personnage de Fantine, etc. Et on pourrait citer d'autres exemples. Donc, oui, je crois qu'on a là une justification de plus, et qui suffirait d'ailleurs à montrer la pertinence d'avoir proposé ce thème, et la manière dont l'a traité Pascal n'a fait que nous le confirmer. Je me permets d'intervenir pour préciser effectivement que cette idée, je l'ai eue tardivement, parce que j'ai beaucoup écrit sur le Festival de Famec, parce qu'on m'avait demandé de travailler sur les retombées économiques de la culture. Alors ça, c'est un marronnier. Mais alors vous faites de la culture, mais alors ça ne sert à rien. Bien. Et donc je me suis mis comme pour défi de démontrer qu'il y avait des retombées sociales, économiques, etc. Force de chiffres, voyez-vous. La plupart du temps, dans ces colloques, les retombées économiques, c'est l'hôtellerie. Alors, il y a un festival, donc il y a de l'hôtellerie, donc ça fait, il y a le boucher du coin qui a un peu plus de travail, etc. Ce qui est très bien, Mais comment évalue-t-on les retombées socio-économiques? Parce que quand on a 6 actes de vandalisme de moins, on a bien là aussi des conséquences bien concrètes sur la vie sociale et économique du territoire. Hein, voilà. Donc merci d'avoir bien noté cela, et puis je ne commenterai pas effectivement, je pensais à Victor Hugo quand je faisais la peinture sociale du quartier, et je me suis auto-censuré. Je préférais pas le citer au moment où mais j'y pensais. Lancer un festival, c'est fermer une prison, alors. Oui, bien sûr, et d'ailleurs, ça me permettra, il y a Arnaud qui veut parler, de rebondir sur 2 conceptions de l'éducation, une qui protège et l'autre qui prend des risques et émancipe.
Et donc, effectivement, on a bien là quelque chose qui est à réfléchir, effectivement. Mais je vois qu'il y a Arnaud qui lève la main. Oui, avant tout, merci Pascal de cette magnifique monographie qui m'a fait redécouvrir le Festival de Famec, en fait. Et je pense que dans le contexte actuel, ce travail, il est précieux parce qu'on est globalement dans un contexte à l'heure actuelle, il faut bien mesurer que dès qu'on marque une ambition, en plus là, nommément autour de quelque chose qui aurait trait aux cultures qui sont plus ou moins connectées à l'islam, on rentre tout de suite sur un terrain qui est extrêmement miné politiquement. Et je le vois pas mal en ce moment, notamment parce que j'ai l'occasion de discuter avec la CNAF justement de ce qu'il en serait des pratiques culturelles dans les centres sociaux. Et il me semble extrêmement intéressant que tu donnes à voir que finalement, ce n'est pas qu'une incantation un peu idéaliste, pour prolonger ce que disait Jean-François, de se dire qu'on on a encore la possibilité dans ces territoires-là de proposer quelque chose qui assume à la fois quelque chose qu'on appellerait maintenant peut-être de l'ordre des droits culturels, c'est-à-dire on valorise des cultures et qui, dont la finalité est de les inclure dans la communauté nationale républicaine. Et que ça se réalise, y compris par cette possibilité, moi je trouve assez extraordinairement réussie, de rencontre, de mixité des publics et de travail, de valorisation de ces cultures-là. Alors, moi j'aurais peut-être une petite question connexe, toi qui suis le festival depuis le début, c'est quel travail est fait autour des films? On voit bien qu'on a une programmation qui est plus, j'allais dire, un parti pris culturel, de donner à voir des productions culturelles d'autres pays, d'autres zones géographiques. On est assez loin du cinéma éducateur de l'entre-deux-guerres que nous présentait, qui était, j'allais dire, un cinéma à message. Mais est-ce que, du coup, dans ce festival-là, il y a aussi quelque chose, j'imagine, dans la programmation, qui porte aussi un message? Ce n'est pas juste le fait d'ouvrir le cinéma à des publics et de faire un peu de mixité qui amène aussi j'allais dire une plus-value culturelle probablement, mais voilà, je sais pas, est-ce que tu aurais une lecture, toi, sur le travail qui est fait autour de la programmation, des débats qui peuvent avoir lieu autour, et je sais pas, est-ce qu'il y a une marque là particulière dans ce festival-là? Merci pour cette question. Alors, d'abord, les organisateurs du festival de longue date ont la tête dans le guidon. Et donc, on ne pourrait pas exprimer exactement ce qu'ils font. Et c'est vrai que la position du chercheur est intéressante parce qu'elle permet de prendre un peu de distance et puis d'essayer de donner des lignes telles que tu les demandes, par exemple, là. Ensuite, après, pour éviter de tomber dans les goûts de chacun, il faut effectivement prendre les programmations et les superposer. Alors, c'est ce que j'ai suggéré tout à l'heure en disant que c'était une programmation droit de l'homiste, et notamment par rapport au palmarès. Quand on regarde les films qui sont primés, ce sont des films qui sont globalement droit de l'homiste. Et puis tout à l'heure, dans une seconde partie, j'égratignerai cette programmation pour montrer que d'une certaine manière, elle plaît à un certain public européen, occidental, mais qu'elle n'est pas forcément ensuite montrée ailleurs, dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'au fond, est-ce que ce n'est pas, pour pas tomber dans la géographie du festival de Famec, une programmation qui plaît aux petits bourgeois, aux bobos qui vient de Metz et puis qui finalement va voir des films droits de l'homiste, et qu'au fond, cette programmation ne va pas toucher en réalité les milieux populaires. C'est parce qu'on a des séances qui sont segmentées ou qui sont mixtes, et dans les séances mixtes, dans quelle mesure le message de promotion des droits de l'homme passe dans les milieux populaires, eh bien, ça, on ne sait pas le mesurer. Pourtant, on a commencé à faire des entretiens, Arnaud. C'est-à-dire que j'ai une étudiante qui, pendant 2 festivals, a interviewé des gens du coin qui sont dans les cités, etc., pour voir dans quelle mesure il y a cette pénétration-là. Voilà. Bon. Donc, c'est une bonne question dont on n'a pas la réponse. Voilà. Ensuite, sur l'action éducative de l'éducation à l'image ou à l'éducation civique, parce que toute éducation A est aussi une éducation par, et réciproquement, on a des séances spéciales qui sont en relation avec école et cinéma. C'est-à-dire que les enfants de Famec ont l'habitude d'aller au cinéma, et lorsqu'il y a le festival, on met les petits plats dans les grands, parce qu'en plus d'aller au cinéma tous les mercredis, on va manger un goûter. Donc ça, c'est très sympa. Et dans ce cadre-là, il y a bien de l'éducation à l'image. Et puis, pour les adultes, ça s'opère par des conférences, par des tables rondes, par de l'échange, parce que
dans la grande tradition des ciné-clubs, dans le sens où il y a débat, il y a véritablement une socialisation et des conversations qui s'opèrent au salon de thé.